Alors, on va voir le module 6. Pour tester ce module, je vais ouvrir un fichier qui s'appellera testing6.py. Alors le module 6, à quoi il sert? En fait, il nous sert à obtenir des informations sur notre environnement d'exécution. Il va nous donner des informations concernant l'interpréteur Python, mais également le système d'exploitation sur lequel on exécute notre script. Et d'autres informations comme par exemple les arguments qui sont donnés au script. Alors, j'écris mon shebang dans mon script. La première chose qu'on va voir, c'est la plateforme, c'est-à-dire pour voir sur quelle plateforme s'exécute notre script. Pour ça, on utilise 6. Avant tout, on importe 6, on importe le module 6. Ensuite, on fait 6.platform. Et 6.platform va nous renvoyer une chaîne de caractères. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le type. Donc, type de la variable p. Et ensuite, je vais afficher la valeur en elle-même. Plateforme suivi de la variable p. Et on exécute notre script. On a bien comme type classe str, donc on a bien une chaîne de caractères, et la plateforme, il nous renvoie bien que c'est un Linux. Alors, dans les autres, on peut regarder également la version. On peut faire 6.version et puis printer version égale suivi de la variable v. Là, la version, ça va nous renvoyer la version de Python. Et j'ai oublié un S. Ok, donc il nous renvoie bien la version de Python 3.8.10. Ok, donc ça, c'est pour la version. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a le pass, pour voir le pass en fait. On va l'appeler PA. Et 6.pass. Et print. Alors, je vais sauter une ligne. Et donc là, on a bien notre pass, en fait. Donc là encore, c'est le pass d'exécution de notre script. Donc il n'a pas le même pass que celui de notre utilisateur. En fait, si je regarde le pass de mon utilisateur, je vais avoir tous mes dossiers habituels, comme sur la plupart des distributions Linux. Mais là, c'est un path différent parce que c'est celui utilisé par le script, en fait. Donc c'est le path qui va nous permettre d'obtenir toutes les librairies Python, en fait. Enfin, une dernière chose que je voudrais vous montrer sur 6, c'est que ça va également nous permettre d'obtenir les arguments. Il va pouvoir nous permettre d'obtenir les arguments de notre script. Alors, je vais faire arg et je vais faire utiliser la variable argv de 6. Là, si on regarde le type qui nous est renvoyé, je vais sauter une ligne et je vais printer le type. Donc, et j'ai encore oublié d'utiliser la fonction type. En fait, comme vous avez dû le voir, c'était en fait une liste qui était renvoyée. Je voulais donc utiliser la fonction type pour qu'on voie bien que c'est une liste. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si on met des arguments, comme AZERTY ou Toto en argument, peu importe, tout ça, tous ces arguments vont se retrouver dans cette variable argv. Et on va pouvoir y accéder. Là, je vais simplement print tous mes arguments. Hop là. Et donc, on voit bien que j'ai un tableau. Le premier argument, c'est toujours le nom du script. Et puis là, les arguments que j'ai mis ensuite. Le deuxième argument, enfin le premier argument AZERTY et le deuxième argument Toto. Donc que j'ai bien mis ici.
Et on peut évidemment, vu que c'est une liste, accéder juste au premier, ou même au 0, c'est-à-dire au nom du script, ou au premier. Comme ça. Et là, on a juste notre premier argument. Donc si jamais on veut récupérer le nom du script, on utilise argv0, et là, on obtiendra donc le nom de notre script. Si jamais vous êtes intéressé à tester plus de choses avec le module 6, vous pouvez en fait taper Python module 6, et vous verrez en fait dans la doc Python, on a ici donc toutes les variables qui sont disponibles. Donc argv, là on en a d'autres, hein, audit, etc. On en a énormément en fait, ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut faire. Ok, le deuxième module qu'on va voir, c'est le module OS. Je vais créer un fichier testing os.py. Une fois de plus, je mets mon shebang. Et donc on va voir ce module OS qui permet donc d'utiliser des fonctionnalités propres à l'OS. Ce qui veut dire que OS va prendre en fait des arguments différents suivant si on est sur Windows ou Linux, et il va également nous renvoyer des choses différentes en fait. Il est assez dépendant de l'OS sur lequel on se trouve. La première chose qu'on va voir, c'est la fonction isFile qui va nous permettre de vérifier si un fichier existe ou pas. Pour ça, c'est assez simple. Je vais par exemple faire une variable avec un nom de fichier. Je vais prendre le fichier qu'on a utilisé pour notre module 6, testing6.py. Ensuite, on va stocker le résultat dans une petite variable. Alors, dans OS, il faut utiliser pass.isFile. Là, on va pouvoir mettre notre fichier, c'est-à-dire en l'occurrence F. Par défaut, il va tester dans le dossier actuel. Si on veut, on peut également lui donner un chemin complet, comme ceci par exemple. On va pouvoir dire par exemple /etc/passwd si on veut lui donner un chemin complet. Ok, on va tester comme ça. Et là, on peut print result. En faisant ça, testing OS, il nous renvoie un true. En fait, isFile va renvoyer un true ou false. Si le fichier existe, comme passwd, il envoie un true. Si le fichier n'existe pas, il envoie un false. Donc ça va nous permettre en fait de faire ça. If os.pass.isFile suivi de notre fichier, on pourra de cette manière tester si un fichier existe. On va par exemple dire f existe et lui dire sinon affiche que la variable n'existe pas. Enfin que le fichier n'existe pas. Et donc là il nous dit bien que ça existe. Si on venait à modifier le nom en rajoutant, en mettant un T majuscule à la place par exemple, à ce moment-là il nous dirait que ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Donc une petite fonction qui peut s'avérer assez utile pour pouvoir tester si des fichiers sont présents ou non sur le système. La fonction suivante que je vais vous montrer, c'est l'équivalent de faire la commande pwd. Donc la commande pwd, elle nous renvoie où nous sommes actuellement dans le système de fichiers. Là, ça va être os.getCwd. getCwd, ouais, wd. Si on lance comme ça, il va rien nous trouver. Donc il faut qu'on mette, enfin il va rien nous renvoyer. Il faut qu'on mette ça dans un print pour afficher le résultat de cette fonction. Alors je vais juste sauter une ligne histoire de garder une certaine lisibilité. Tac.
Et donc là, il a testé le fichier et ensuite il nous a bien dit qu'on était dans ce dossier-là, home tcneurons python ep6. Donc get cwd pour savoir dans quel dossier on se trouve actuellement. Ensuite, on a une commande qui est list_dir. En fait, les fonctions de OS parlent un peu d'elles-mêmes. Donc list_dir, ça va nous permettre d'afficher tout ce qu'il y a dans le dossier actuel. Là, si on lance, il va nous dire tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier actuel. Et j'ai effectivement que ces deux dossiers-là. Et on peut également lui dire de lister les fichiers, mais à un point bien précis. Par exemple, si je veux qu'il liste les fichiers qui se trouvent sous /etc, je lui précise /etc, et il va me lister tous les fichiers qui sont dans /etc. Et on voit bien qu'il a tout récupéré sous forme de liste, et là il m'a affiché la liste. Avec le module OS, on peut exécuter des commandes. Alors, pour garder en lisibilité, je saute une ligne, je vais marquer cmd pour savoir que j'exécute les commandes ici. Et ensuite, je vais utiliser os.system. Donc la fonction system va me permettre d'exécuter des commandes. Par exemple, je vais exécuter un ls-l. Et là, par contre, j'ai pas besoin de mettre ça, j'ai pas besoin d'utiliser un print, car la fonction system va renvoyer directement le résultat de la commande. Donc en exécutant, hop, ici j'ai bien ma ligne cmd que j'ai printée, et là j'ai bien le résultat de mon ls-l. Enfin, pour finir avec le module OS, la dernière chose qu'on va voir c'est os.walk. Cette fonction, en fait, walk, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un dossier en argument. En l'occurrence, je vais lui donner home tcneurons/python. Et ce qu'il va faire, c'est que il va aller dans ce dossier, chercher tous les dossiers et tous les fichiers à l'intérieur. Ensuite, il va aller dans chaque dossier, et dans chaque dossier, chercher tous les dossiers et tous les fichiers. Et il va descendre, en fait, étape par étape dans tous les dossiers pour trouver tous les dossiers et tous les fichiers. À partir, donc, du point de départ qu'on lui a donné. Donc, moi, mon point de départ, c'est home tcneurons python. Étant donné qu'il renvoie, en fait, à chaque fois qu'os.walk va s'exécuter, il va nous renvoyer le dossier dans lequel il est actuellement, les dossiers à l'intérieur et les fichiers à l'intérieur. Donc on va avoir trois variables. Je vais appeler actual pour le dossier dans lequel il est actuellement, dirs pour la liste des dossiers qui se trouvent dans le dossier actuel, dans le chemin actuel, et files pour les fichiers qui vont donc être présents dans le chemin actuel. Alors, une fois que j'ai ça, je vais print le dossier actuel, je vais print les dossiers dans le chemin actuel et les fichiers dans le chemin actuel. Ensuite, je vais sauter une ligne. Tac. Et là, en exécutant, donc, au départ, il commence dans le dossier qu'on lui a donné, home tcneurons python. Ici, il me dit les dossiers qu'il a trouvés, ep6 et file. Par contre, il n'a trouvé aucun fichier. Donc, si on regarde là sur mon autre commande, je suis ici dans home tcneurons et dans python. Et si je regarde, j'ai fait la commande tree pour avoir donc une arborescence de mes dossiers. Dans le dossier Python, j'ai bien un dossier ep6, un dossier file. Dans le dossier ep6, j'ai ces deux fichiers. Dans le dossier file, j'ai tous ces fichiers, également celui-là. Un dossier test et un fichier dans le dossier test. Donc là, en fait, je devrais obtenir la même chose avec walk. Et si on regarde le résultat de walk, il a d'abord commencé par aller dans le dossier Python. Il a trouvé les dossiers ep6 et file, normal. Ensuite, il a été dans le dossier ep6. Il n'a trouvé aucun dossier, donc jusqu'ici tout va bien. Il a trouvé par contre les deux fichiers.
Ensuite, il a été dans le dossier File, il a trouvé un dossier, test, et il a trouvé tous ces fichiers-là. Et ensuite, il a été dans le dossier File/test, et il a trouvé juste le fichier test.txt. Donc voilà, notre commande walk va nous permettre en fait de faire l'équivalent de la commande tree, c'est-à-dire nous donner une arborescence de nos dossiers. Je vais vous montrer maintenant le module subprocess. Donc j'importe subprocess et la première chose que je vais vous montrer, c'est tout simplement pour exécuter très facilement des commandes. On va utiliser subprocess.run. Notre fonction run va nous permettre d'exécuter en fait des commandes. Alors il y a plusieurs moyens de faire. On peut soit donner une liste, par exemple, on va donner une liste avec ls-l. En fait, on donne notre commande, puis ensuite les arguments. Là, si on fait ça, et qu'on exécute notre script, on a déjà le résultat de notre commande qui s'affiche. Run va vraiment nous servir à lancer comme de cette manière-là des commandes rapidement en fait. Rapidement et simplement. Il y a une autre manière d'utiliser run, c'est de ne pas lui donner une liste, et à ce moment-là, il faut lui préciser qu'on lance ça dans un shell. Donc mettre shell égale true, l'argument shell égale true, ça va permettre qu'il exécute en fait notre commande. Voilà, c'est à 100% le même résultat, et c'est normal. Si on met pas ce shell égale true, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des erreurs parce qu'il cherche des fichiers ou directories. Donc il faut bien qu'on mette shell égale true pour lui dire qu'on exécute ça dans un shell. Mais subprocess nous permet de faire des choses un peu plus compliquées, ce qui va être plutôt utile dans certains cas. Par exemple, on va run une commande un peu plus compliquée qui sera find. On va lui dire find depuis slash, donc recherche depuis la racine, moins name, et on va le faire rechercher la commande ls, tiens. Voilà. Donc là en fait ça revient à faire dans notre terminal find slash-name ls. Voilà. Alors, ensuite ce qu'on va faire c'est que là si on exécute, ça va faire beaucoup de bazar. On va commencer par mettre universal new lines. En fait le problème c'est que subprocess.run, là on a plein de lignes différentes, mais si on lance dans subprocess.run, il va pas sauter de ligne. À la place du saut de ligne, il mettra un anti/n. En mettant l'option universal new line à true, on va pouvoir, en fait, il va pouvoir sauter des lignes. Et ensuite, on va mettre en fait la sortie de la commande, donc standard output, std out. Cette sortie, on va lui dire de mettre ça dans un tuyau, donc .pipe. C'est-à-dire qu'en fait, il va mettre ça de côté, tout simplement. Et ça va nous permettre en fait de réutiliser. Nous, ça va nous permettre de contrôler en fait sa sortie standard. Donc là, on a la sortie standard, et là, on a les erreurs standards. Donc la sortie d'erreur standard. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir print. Donc, petite précision, en ayant changé la sortie standard, du coup, le résultat de la commande ne va plus se retrouver dans le terminal, mais dans le subprocess.pipe, en fait dans un objet de type pipe. On va pouvoir afficher ensuite result.stdout, c'est-à-dire donc on va pouvoir afficher la sortie standard. Si on exécute, voilà, on a notre sortie standard, c'est-à-dire toutes les lignes où il n'y avait pas d'erreur avant. Et on peut également lui faire afficher
la sortie d'erreur. Par contre, si on fait ça, il va nous afficher en fait beaucoup de lignes. Si on exécute, on va avoir beaucoup de lignes. Donc ce que je vais faire, c'est que vu qu'on a une chaîne de caractères, on va lui dire de prendre juste les 200 premiers caractères. C'est juste histoire de voir ce qu'il a récupéré. Et donc on a bien en fait nos permissions deny, nos erreurs qui sont là. Alors, je vais commenter tout ça avant de passer à la suite. Et dans la suite, on va voir une autre fonction très importante qui s'appelle popen. Là encore une fois, cette fonction va nous permettre, en fait, comme run avant, d'ouvrir un processus, un sous-processus, qui va donc exécuter une certaine commande. Là, je vais pouvoir faire comme ça. De la même manière que tout à l'heure, il faudra lui dire shell égale true. C'est un peu comme ça fonctionne comme run. Sauf que vous allez voir, si je lance comme ça, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que le programme va bloquer, en fait. Le processus ne va pas se terminer. C'est pourquoi ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on mette en fait ce sous-processus dans une variable et qu'on utilise, en l'occurrence on va utiliser la fonction wait. La fonction wait va attendre en fait que le processus ait terminé toutes ses actions et une fois qu'il a terminé ses actions, il va se fermer. Et là comme ça, on n'est plus bloqué dans notre script. Subprocess nous permet de faire des choses un peu plus compliquées. Il va par exemple nous permettre d'utiliser en fait la sortie d'une commande dans l'entrée d'une autre commande. Vous allez voir, c'est assez simple. .popen, on va lui faire par exemple faire un ls ls-l de /etc. Ok, donc là il va nous lister les fichiers dans /etc. Ensuite, on va lui dire de rediriger la sortie vers un pipe. Donc, hop, un tuyau de subprocess. On va créer un deuxième processus. Ce deuxième processus prendra en fait comme argument, ce processus utilisera le résultat du premier processus pour faire une action en fait. Cette action, ça va être d'attraper, donc de grep tous les fichiers qui contiennent sudo. Et pour ça, on va lui dire notre standard input, donc c'est-à-dire il va faire un grep sudo sur le résultat de P1. Donc standard input P1.stdout. Ensuite, on fait en fait notre P1 stdout.close, c'est-à-dire on stoppe notre premier subprocess, notre premier sous-processus est arrêté. Et ensuite, on peut faire p2.communicate. En fait, communicate, c'est une fonction qui va donc injecter l'input, qui va injecter dans la commande qui doit exécuter. Donc, il va injecter cet input. Il va attendre la fin de ce sous-processus, le fermer et nous afficher les résultats. Donc, en faisant ça, on exécute et là on a obtenu sudoers et sudoers.d. En fait, faire ça avec ces deux lignes, donc utiliser le résultat d'une commande pour l'autre commande, ça revient à faire notre pipe sous Linux en fait. C'est l'équivalent. Et là, ce que j'ai fait sous Linux, j'ai fait la même chose et j'ai obtenu pareil sudoers et sudoers.d. Même pareil ici. Voilà, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer sur les modules OS, sys et subprocess. C'est des modules qui sont vachement importants pour interagir avec le système via Python. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.